Salut à tous et à toutes. Donc voilà une nouvelle vidéo que j'ai décidé d'appeler Rester Focus en fait, qui sera une espèce de hors-série à mes vidéos Rester Bizarre où là je présente plutôt en fait une thématique, on va dire, soit sur un groupe, soit sur une scène, soit sur un style. Et là en l'occurrence aujourd'hui on va se focaliser sur un style de musique qui, il me semble, n'a jamais été traité sur la VC française, qui s'appelle le KBD Punk. Donc, du coup, pour vous faire un petit peu un historique mais assez rapide, parce que là, sinon, la vidéo va durer des heures. Le KBD Punk, c'est un terme qui a été, on va dire, phagocyté dans les années 90, je pense, avec l'émergence d'eBay et avec des espèces de mots-clés raccrochés à des disques. Et KBD, en fait, c'est un acronyme qui vient des compilations Kill by Death, qui ont un peu défini le style de musique. Et défini, c'est un bien grand mot. On verra pendant la vidéo, je vous expliquerai pourquoi, en fait, c'est à la fois un style et à la fois un non-style. Enfin, c'est assez, c'est assez compliqué de définir et en même temps, une fois qu'on écoute ces groupes, on est très capable, une fois qu'on a les oreilles prêtes à ce genre de son, à vraiment les définir stylistiquement, à la fois dans l'artwork et à la fois aussi dans les types de production et le type de chansons, voilà, de morceaux. Alors du coup, pour vous faire un petit historique, les compiles, la première, il me semble qu'elle a été sortie en 88, voilà. Les quatre premières ont été sorties par un Suédois qui vivait en fait à New York déjà. Et il bossait pour Matador, le label indé, gros label indé dans les années 90, Matador. Mais ce gars-là à côté, donc ce gars s'appelle Johan Kuckelberg. Euh, il collectionnait en fait par intérêt, on va dire, culturel. Il collectionnait les 45 tours de punk assez obscurs, en fait. Vraiment de la première vague, on va dire, et ça inclut aussi un petit peu des groupes qu'on pourrait considérer comme proto-punk. Donc ça démarre quasiment à 74, on va dire, 1974. Et c'est lui, en fait, qui a fait sorti les premières éditions, en fait les quatre premiers volumes. Donc là, je vous en présente, bon, ça c'est le volume 7, mais là en l'occurrence le volume 2 c'est lui qui l'avait fait. Je vais enlever la pochette, ce sera plus simple, ça fera moins de lumière. Voilà. Euh, Ensuite, il y a eu en fait des volumes jusqu'à très très tard, jusqu'à encore récemment. Et en fait, c'est des bootlegs déjà de base, même celles qui ont été faites donc par Johan Kuckelberg étaient déjà des bootlegs. Et l'idée, c'était de compiler ces 45 tours assez obscurs, en fait, en général tirés à compte d'auteur, on va dire, sur leur propre label, à très très petits exemplaires, entre 100 et 300 ou 500 exemplaires, et permettre aux gens, en fait, d'avoir accès sur une compilation LP à un prix assez raisonnable. Et du coup, ce qui est assez rigolo, en fait, à l'arrière de chacune des compiles pour les quatre premiers volumes, on a pas mal voilà, de petites marques voilà, donc des espèces de BD, voilà, Buy the Combs, Save Your Money, pour en gros dire que la plupart de ces 45 tours-là, c'est des 45 tours collector qui sont extrêmement onéreux pour la plupart. Donc c'était voilà, une manière assez cheapos de pouvoir écouter tout ça avant l'avènement d'Internet. Voilà. Et du coup, j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu rétrospective pour vous présenter ce style de musique qui est finalement à la fois assez indéfinissable, mais comme je vous disais, si vous avez un petit peu les codes, un peu l'oreille pour, euh, pour déchiffrer ce type de son, en
en fait, le KBD punk, c'est quelque chose qui vous sautera aux oreilles à la première note. Donc en général, c'est une production qui est assez crue, un peu ancrée dans les années 70 quand même. On est loin des productions 80s, un peu post-punk, new wave, avec des sons très pleins de reverb, des batteries électroniques et tout ça. Là, on est vraiment encore en fait, ouais, dans une prod à l'ancienne. On est sur des pochettes faites main, des collages, voilà. Au niveau du style de riff, au niveau du style de musique qu'on peut entendre, c'est assez, en général, assez basique et assez inepte en fait. C'est voilà, c'est vraiment des disques, pour la plupart, c'est des 45 tours uniques qui ont été, euh, qui ont été la seule sortie discographique de ces groupes, qui ont eu une vie assez courte, de quelques années, grand maximum 5 ans, on va dire, et qui ont absolument rien fait de leur vivant à part ce disque. Quelques concerts dans des dive bars ou dans des toutes petites salles, voilà, devant trois personnes, et qui ont gardé tous leurs 45 tours, tous leurs invendus dans leur cave. Et donc ce Johan Kuckelberg s'est retrouvé quelques années après, finalement, parce que y a pas énormément, il n'y a pas un gros delta de temps entre la vie de ces groupes et les sorties de ces compilations. Lui est allé chercher en fait dans l'annuaire, chercher les survivants, chercher les groupes et chercher les stocks, tout simplement, pour commencer voilà, à satisfaire un peu sa collectionnite et puis à compiler tout ça donc sur ces 4 premiers volumes. Les volumes suivants vont être un petit peu plus épars, vont partir vraiment au niveau international. Et je vais d'ailleurs vous en montrer pas mal de ces 45 tours de l'étranger. Euh, et donc, pour en revenir à la musique, ce qui est aussi un peu le point de liaison entre tous ces groupes, c'est un savant mélange de provocation et d'impolitiquement correct, on va dire. Vraiment une, en fait une bêtise assez appuyée qui est tellement poussée à son paroxysme qu'on pourrait presque, enfin, on pourrait en rire, mais au final, en fait, c'est vraiment un document de ces groupes fait pour la plupart par des adolescents, en fait, ou des très jeunes adultes qui font leur premier concert, leur premier groupe, on va dire punk, et avec un peu tous les oripeaux du style. Euh, euh, sans le talent, on va dire, mais avec quand même une. Enfin, si, avec un talent, en fait. C'est vraiment. Voilà, c'est un peu l'équivalent du private press folk, où on cherche les disques un peu, les interprètes, où il y a des défauts, où voilà, il y a des failles, il y a des êtres humains derrière. Ben voilà, le KBD Punk, c'est exactement ça. C'est vraiment des espèces de polaroïdes instantanés de cette jeunesse du début du mouvement dans le monde entier, on va dire. Voilà, surtout aux États-Unis, mais aussi en France. Alors là, la France, je vais vous en montrer plein. Et, moi, je viens voilà, je viens du punk et du hardcore et du DIY et de ces sorties-là. Et petit à petit, dans mon cheminement de vie, ça m'a amené justement à m'intéresser au private press folk, au private press psyché. Voilà, et c'est mon cheminement personnel qui, où en fait la personne et les groupes et les personnalités et l'être humain est très important pour moi derrière chaque disque. Voilà. Et que ce soit pour les artworks, la manière d'enregistrer, ce qui est souvent fait maison, voilà, qui est fait avec les moyens du bord, et les morceaux qui sont faits également avec le peu de moyens techniques que les musiciens avaient à l'époque. Voilà. Et que je trouve extrêmement intéressant et charmant parce que c'est absolument pas parfait, voilà, dans l'interprétation. Ok, donc on va commencer du coup
pour le KBD Punk, on va quand même commencer par les États-Unis. Je pense que c'est vraiment là où il y a un petit peu le berceau de ce style de musique. C'est des scènes, en fait, enfin, ces jeunes groupes sont influencés forcément de la première vague de punk anglais. Le punk anglais, ça avait quelque chose de très rattaché finalement à la classe prolétaire et à des revendications un petit peu plus politiques, on va dire, même pour les groupes autoproduits de ce pays-là. Mais ça va culturellement avec voilà, ce, ce pays. Et les États-Unis, ça va être un petit peu plus. Voilà, les Ricains, ce qu'on peut dire en général, c'est ils ont aussi un peu tendance à récupérer un mouvement et à le rendre un petit peu plus spectaculaire au sens de la société du spectacle, on va dire, avec un côté euh, où ils l'ont débarrassé un peu des oripeaux politiques du punk UK. Et ils y ont mis une espèce de nonchalance et de débilité totalement over the top. Et, mais on est toujours raccroché à une forme de politique pour moi parce qu'on est dans la middle class américaine. C'est souvent des groupes qui, voilà, soit dans des centres urbains de villes absolument énormes, soit, pour ce qui est des États-Unis en tout cas, dans vraiment une espèce de diagonale du vide, le Midwest, ces villes un peu abandonnées, ces gamins qui devaient avoir rien d'autre à faire que de faire des groupes au final et pas beaucoup d'illusions. Voilà. Donc en parlant de Midwest, on va commencer du coup par moi ce que je trouve être un petit peu la définition du, une bonne entrée en matière en fait du KBD. Donc c'est The Electric Hills, qui s'appelle aussi Electric Hills ou The Electric Hills. Euh, voilà, qui est un groupe en fait de Cleveland, voilà, Cleveland, Ohio. Cet enregistrement-là, la particularité, c'est qu'il est sorti en 78 sur Rough Trade, le label anglais, mais le morceau était enregistré, ces deux morceaux avaient déjà été enregistrés en 75. Voilà l'enregistrement d'origine. Et voilà, c'est un groupe absolument mythique pour moi. Le son, il est incroyable sur ce disque. Tout est sursaturé. Il y a une énergie vraiment au-delà de tout. Et c'est un groupe aussi qui revendique des influences qui vont à la fois du punk, mais aussi du milieu un peu dada artistique, du free jazz également. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'assez unique dans le son de d'Electric Hills. Et je vous invite vraiment à aller écouter les morceaux. Voilà. Ce 45 tours là, je l'ai pris, je l'ai chopé la première fois que je suis allé à Rough Trade en fait, à Londres il y a de ça 20 ans. Voilà, ils en avaient plein les étagères. C'est pas l'original, hein, mais voilà, ils le repressent assez régulièrement. Et c'est quand même assez étonnant qu'un disque de Cleveland se retrouve comme ça, sorti sur un label européen aussi majeur, on va dire. Ensuite, donc, on va passer de l'autre côté, côté San Francisco. Crime, c'est aussi un groupe qu'on pourrait considérer comme proto-punk. C'est-à-dire que là, cet enregistrement-là date de 75. C'est un groupe voilà, qui a toute sa place, en fait, mine de rien, dans la nomenclature KBD, parce que c'est un peu eux qui posent le son, on va dire. C'est simple, hein, ce morceau, Hotwire My Heart. Il a été repris, il me semble, déjà par Sonic Youth, si je ne me trompe pas. Euh, et la particularité de ce groupe-là, de ce morceau particulièrement, c'est que le batteur se plante au début du morceau et il garde quand même la prise. Voilà. Et les guitares sont pas hyper accordées. Enfin voilà, il y a quelque chose de vraiment assez. C'est un test. Voilà. Si vous passez, si vous arrivez à vous imprégner, à comprendre un peu le délire sur ce disque-là, vous êtes mûr pour apprécier vraiment tout ce que le KBD a à vous apporter. Voilà. Je fais hyper rapide hein, parce que là j'en ai plein à vous présenter.
Donc Black Randy and the Metro Squad, c'est un peu, là je sors un tout petit peu, enfin c'est du KBD pour moi, mais on est sur limite un petit peu du hard punk quoi. Et c'était un groupe qui était sur ce label de Los Angeles qui s'appelle Danger House Records et qui est vraiment un groupe de cassos quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Le chanteur Black Randy décédera en 88 de sa vie, on va dire, dissolue, quoi. Vraiment. Et on a, là, je crois qu'on a quand même pas mal de synthé là sur ce, voilà, mais utilisé de manière complètement improbable. Donc c'est le disque, il date de 77 et honnêtement pour 77 on est vraiment déjà sur des trucs qu'on retrouvera plus tard. C'est assez fou d'avoir voilà, d'avoir claqué un disque comme ça à cette époque, aussi en dehors des sentiers battus, quoi. Vraiment à tout niveau, quoi. Ensuite, on repasse de l'autre côté. On va sur, sur l'autre côte, on retourne à New York et avec The Mad, donc The Mad Fried Egg, qui est leur deuxième 45 tours, hein, si je ne me trompe pas. Le disque est sorti en 1980. La particularité de ce groupe, c'est qu'ils avaient un petit peu, à l'instar des Misfits, qui partageaient exactement la même scène en même temps, en fait, voilà, avaient mis vraiment le paquet sur le visuel. C'est vraiment un groupe voilà, qui avait des artworks qui étaient faits par le chanteur. Et le chanteur, c'était donc Screaming Mad George, qui fera une carrière quelques années plus tard dans les effets spéciaux, dans le maquillage et les effets spéciaux à Hollywood. Il a notamment fait les effets spéciaux de ce film incroyable qui s'appelle Society de Brian Usna. Si vous ne l'avez pas vu, ce film complètement dérangé, je vous le conseille si vous aimez ce genre de film qui ne laisse pas indifférent, si vous voyez ce que je veux dire. Laissez-moi un commentaire si vous le connaissez ou si vous ne l'avez pas encore vu et que vous voulez le voir après. Et voilà, et The Mad, ce qui est incroyable, c'est donc les objets. La musique est déjà vraiment excellente. C'est vraiment pour moi là, un peu le top. Mais au niveau de l'artwork, on est voilà, sur ce genre d'artwork, vraiment des dessins là. Screaming Mad George, en fait, il me semble qu'il est né au Japon. Il est japonais et expat à New York. Et là, si vous regardez ce genre de dessin là, c'est un peu des traits comme des estampes en fait en trait-point. Il a vraiment adapté son dessin au punk en fait avec ses influences. Et là, à la fin, quand on déplie, on a un magnifique poster. Donc, pour resituer le groupe, Julien H va jouer dans les Cramps très très peu de temps. Le batteur, il me semble qu'il il a joué un petit peu dans les Cro-Mags, un autre groupe de New York, voilà, mais dans les tout débuts. Et voilà, et Screaming Mad George, c'est lui, voilà. Et a priori, le groupe de temps en temps se reforme au Japon pour faire des concerts exceptionnels, voilà, dans des petits clubs. Ensuite, donc on remonte un petit peu sur la carte et on va à Boston avec The Freeze. Alors The Freeze, c'est un groupe qui va devenir un groupe de hardcore très rapidement à partir du deuxième 45. Celui-ci, ce premier 45, c'est vraiment du pur KBD, quoi. C'est vraiment du punk sans quasiment de distorsion, joué, voilà, il n'y a pas dû y avoir plus de 2 prises en studio. Les paroles sont vraiment débiles. Il n'y a pas d'autre mot. Ce qui est intéressant, c'est que le groupe existe encore aujourd'hui et c'est toujours le même guitariste et toujours le même chanteur. Voilà. Et ce guitariste avait 14 ans sur ce disque-là. Et ça s'entend. Voilà. Ensuite, on va passer à Jacques Ruby. Donc ça, c'est
C'est un 45 tours qui n'était jamais sorti en fait et qui est sorti, il me semble, en 2011, voilà, sur Saturday Records. Mais cet enregistrement, il date de 74. Et Jacques Ruby, c'est exactement un mélange entre Crime et Chrome. Voilà, il y a avec enfin, des bruits, vraiment beaucoup de dissonance, et énormément d'instruments stridents. Voilà, c'est pas de tout repos. Et c'est un sacré, c'est un sacré morceau d'histoire de la musique dérangée des États-Unis, quoi. Ensuite, on va à Portland avec Count Vertigo. Donc ce disque, il est sorti en 79. C'est un disque vraiment assez classique. Regardez comme il est beau. Assez classique ouais, de KBD Punk, quoi. Vraiment l'enregistrement de titres. Avec les titres, c'est Expatriates et le morceau de face B s'appelle I Am a Mutant. Voilà, pour vous faire un peu euh, pour que vous puissiez voir un peu où ça va. Et c'est excellent, voilà. Dans le genre, la scène de Portland a énormément donné pour ce genre de groupe, mais bizarrement, très peu de choses ont été repressées. Voilà, il y a un autre groupe qui s'appelle Ice Nine qui a eu la chance aussi d'avoir eu un repress du 45 tours. Mais tout est encore à défricher à ce niveau-là, au niveau du KBD portlandais, on va dire. Alors là, on est vraiment sur l'archétype du KBD punk US. Et vraiment le groupe aussi le plus, je pense, le plus con qu'on puisse faire en termes de paroles. Voilà, il y a un petit warning là, vous voyez, due to the subject matter of the following program, parental discretion is advised. Et ils ont bien raison. Voilà, c'est vraiment des morceaux de 2 minutes avec vraiment une volonté de choquer, quoi. Vraiment, vraiment la shock value la plus totale. Et c'était fait vraiment par un groupe d'adolescents. Et il me semble que oui, c'était voilà, vraiment des ados, dont le chanteur qu'on voit là, pardon, euh, était toujours accompagné par leur pote qui était déguisé en fait en Jésus et qui se faisait crucifier sur scène, voilà, faussement crucifié, hein. Et donc ça devait être sympa les concerts. Ça devait être excellent. Et, et ce 45 tours, il est absolument incroyable dans l'énergie ouais, adolescente que ça dégage et l'ineptie musicale que ça peut être. Voilà. Je vous conseille d'aller écouter voilà. Là, ensuite, on est sur un groupe qui s'appelle Mentally Ill, avec le 45 tours qui s'appelle Gaseous Place, sorti en 79 à Chicago. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais lui, c'est John Wayne Gacy. C'est un tueur en série américain. Et c'est vrai que le KBD punk US était très friand des sujets un peu graveleux comme ça sur les serial killers, enfin tout ce qui faisait un peu la lie de la société, on va dire. Et donc là, on est vraiment, je pense, sur musicalement le truc le plus lo-fi, le plus aride, le plus rêche. C'est vraiment, on arrive au bout du bout de ce que l'amateurisme peut donner, quoi. Et c'est ça qui est très très intéressant à écouter, je trouve. En tout cas, moi, c'est ce qui me fait, c'est ce qui me fait, ce qui m'intéresse dans ce type de groupe. Et pour l'anecdote, il me semble que le fan ultime de ce 45 tours, c'était Steve Albini, voilà, qui le citait énormément comme une de ses influences musicales principales. Et en même temps, c'est vrai qu'on peut l'entendre dans l'aridité des guitares et dans le côté jusqu'au boutiste.
la proposition que fait le groupe, quoi. Là, on va à nouveau, on retourne à Boston. Et la peste, c'est un peu plus gros son, un peu plus qualitatif, on va dire, en termes. Enfin, j'aime pas ce genre de terme qualitatif. Voilà, parce que là, on est vraiment. Ça n'a pas de sens pour moi, en fait, la qualité. Voilà, c'est vraiment. Pour moi, tu écoutes un morceau, ça te plaît pas. Voilà, il n'y a pas de question de- d'être plus véloce à son instrument, d'être un meilleur musicien qu'un autre. Voilà, là on n'est pas. Et là quand même ça joue un peu, ça joue mieux en fait que certains autres groupes, que la plupart des autres groupes. Mais c'est quand même encore dans la nomenclature du KBD punk, quoi. On est ouais sur un groupe voilà qui nous fait là il nous claque un single qui est absolument euh, imparable. Voilà, Better of Dead, c'est vraiment un tube, c'est vraiment le tube KBD par excellence. En parlant de tubes KBD par excellence, voilà The Hit avec le morceau Communist Radio. Alors The Hit, ils étaient de Miami, voilà, en Floride. Ce disque-là, il est sorti en 79 sur un label, sur leur label, qui est le bien nommé Giggling Hitler. Voilà, Hitler se marrant. Et on est. Là, c'est un enregistrement live en fait. La face A et la face B, c'est des enregistrements live, sans doute dans une espèce de bar quelconque de leur coin. Et, et on a vraiment comme un espèce de témoignage de ces groupes punk originels US de la fin des années 70. Donc c'est extrêmement intéressant si vous vous accrochez au type de son que je suis en train de vous décrire. C'est vraiment un groupe majeur du style, et ce 45 tours là, c'est vraiment un 45 tours incontournable, voilà, Communist Radio. Ensuite, on retourne à New York avec The Reactors. J'ai pas grand chose à dire sur ce groupe-là, à part que le 45 tours s'appelle Seduction Center, et le morceau de face A s'appelle I Want Sex. Et voilà, on est vraiment sur le basique de chez basique. Il me semble que les paroles, c'est uniquement cette phrase. On est vraiment sur une espèce de recréation du son du garage 60s au final. C'est vraiment ça. À la même période, il y a une espèce de revival 60s à la fin des années 70, début 80, qui va durer sur une bonne décennie. Et moi, ma théorie, c'est que les gens qui vont être dans ce type de son-là, ils vont avoir deux voix. Ils vont aller soit dans cette version punk un peu, soit ils vont vraiment recréer des groupes de garage 60s dans les années 70. Et c'est pas pour rien qu'à peu près à la même période sort ces compiles Kill by Death, et sort également ces compiles Back from the Grave, en fait, que vous devez connaître sûrement si vous aimez le garage 60s américain. Voilà, ces compiles-là, c'est exactement comme les KBD, quoi. C'est la même chose, mais pour les années 60. Voilà. C'est des groupes obscurs qui ont sorti un 45 tours, avec des morceaux ultra décharnés, avec pas grand-chose en termes de structure et tout ça, très très basique, mais extrêmement tubesque, et surtout plein d'une énergie folle. Pour finir sur les US, je voulais vous montrer ça. En fait, donc, pour la petite histoire, il y a quoi? En 2018, il y a un label qui dépend en fait d'un magasin new-yorkais qui est tombé sur un dead stock d'un 45 tours de ce groupe qui s'appelle Lectrolux. Pas Electrolux, mais Lectrolux. Ils avaient uniquement le 45 qui est à l'intérieur. Donc là, si vous pouvez voir, en fait, le papier jauni, en gros, c'est vraiment le truc d'époque, quoi. Le disque date de 1981.
Et ils ont fait une repro de la pochette, puisque en fait, il n'existait pas de version, à part une, a priori, ou deux, voilà, que les membres du groupe avaient. Et ils l'ont vendu en ligne sur une journée. Ils en avaient un stock de, je sais pas, peut-être une petite trentaine. Et voilà, moi j'ai sauté dessus parce qu'en fait, découvrir des nouveautés KBD en 2018 à l'époque, datant de 81, c'était juste inespéré, voilà. Donc ça fait partie de ces petites découvertes récentes qui font aussi se dire que finalement, voilà, trouver des disques ABD punk aujourd'hui c'est de plus en plus difficile parce que tout a été compilé sur les différentes compiles, mais c'est encore possible. Voilà. Ensuite, donc, on va passer à la France. On va faire voilà, un panorama, mais pas du tout exhaustif, hein. J'ai vraiment pas tous les 10, c'était pareil pour l'US. Donc on va commencer pour moi par vraiment ce qui a défini un peu le KBD français. Donc Guilty Razors. Guilty Razors, pour l'histoire, c'était des expats espagnols, tous installés à Paris. En gros, leurs parents étaient installés à Paris. Ils ont formé ce groupe Guilty Razors quand le punk a explosé en France, quoi, on va dire en fin 70, mi-70. Ils ont eu un certain succès, puisqu'en gros le punk parisien de l'époque a eu vraiment le vent en poupe. Ils sont sortis directement en fait un 45 tours sur Polydor, gros label de l'époque, en 78. Sauf que l'anecdote, est-ce que c'est une légende ou pas, mais a priori ça a été corroboré par pas mal de gens, juste après avoir signé le contrat et avoir pressé les disques, le groupe aurait volé, chouré la mobilette d'un des employés de Polydor, et ils se sont fait virer, et le disque est parti en pilon. Donc les seules copies restantes qui sont encore en circulation, ce sont des copies de radio. Voilà, des copies promo qui ont été envoyées à la radio, à la télé. Et c'est un groupe, moi, que j'ai découvert par le biais de l'émission L'œil du cyclone, dans les années 90, qui est une émission que je ne ratais absolument jamais, et qui avait fait un spécial punk français. Et ce qui était intéressant, c'était que c'était pas le punk français que moi je connaissais dans les années 90, voilà, le punk, la scène alternative, le post-Beru, enfin voilà, les trucs qui m'intéressaient un petit peu en tant qu'ado, mais pas trop non plus. C'était pas vraiment un son qui me parlait plus que ça. Là, voilà, c'était vraiment quelque chose, c'était très centré sur la scène parisienne et beaucoup la scène des fin 70. Et donc, il y a un passage télé, plusieurs passages télé de Guilty Razors. Et c'est vraiment. Là, mon cerveau de gamin de 14 ans a explosé. Je voulais trouver ce disque que j'ai fini par trouver, donc c'était excellent. Ensuite, voilà, on a un autre groupe parisien, Gasoline. Je vais faire très vite, mais il y aurait beaucoup à dire sur ce groupe, notamment que le chanteur, c'était Alain Kahn. Et Alain Kahn, si vous êtes intéressé par un peu les figures emblématiques des artistes, on va dire, décalés des années 70 en France, Alain Kahn fait vraiment partie de ces gens qui ont embrassé plusieurs... C'est un vrai caméléon musical, en fait. Il a traversé les années 50, 60, 70 pour disparaître ensuite, malheureusement. Mais littéralement disparaître, c'est-à-dire qu'Alain Kahn, il a disparu, personne ne sait où il est, s'il est encore vivant aujourd'hui ou pas. Toujours est-il que ça, c'est une de ses dernières incarnations. C'est la version punk de Alain Kahn. Et dans la grande tradition d'Alain Kahn, il a fait tout en essayant de mettre les voyants dans le rouge. Quand il a voulu faire du Bowie, il est allé au bout du Bowie, il est allé jusqu'à l'auto-parodie, la parodie, pardon, du Bowie vraiment théâtrale. Quand il faisait un peu plus de la chanson rive gauche, on va dire, il était vraiment dans ce côté-là. Quand il a découvert un peu la scène junkie artistique parisienne au milieu des années 70, il est vraiment allé très loin dans ce délire-là. Voilà, il était jusqu'au boutiste, et quand il a fait son groupe de punk, il a fait un groupe de punk qui, honnêtement, pour moi, est limite du proto-hardcore, quoi. C'est vraiment... voilà, ce disque, il est sorti en 77,
Et au niveau de l'énergie et de la structure et du riff principal sur le morceau Radio Flick, on n'est pas loin de ce que les ricains feront dans les années 80 à Washington avec Minor Threat ou les groupes hardcore punk américains des années 80. Voilà. Ensuite, on reste sur Paris. Voilà. Et ça, c'est vraiment. C'est presque un groupe d'exploitation en fait. Les Fêlés, c'était un groupe de lycéens, je pense qu'ils devaient avoir entre 15 et 18 ans. Voilà. Et ils ont sorti ce disque sur un label qui s'appelle Vie d'Ordure. Et le morceau s'appelle Mon lycée. Et Rouge comme le sang. Et voilà, la pochette qui est assez rigolote, c'est eux qui sont en train de tuer le Père Noël avec leur instrument de musique. Et voilà, ce qui est hyper. Ce qui est assez génial dans ce disque, c'est effectivement que c'est vraiment des enfants, quoi. C'est vraiment des gamins qui font du punk euh, et qui parlent de leur lycée, et voilà, comme ils en ont marre d'aller à l'école, marre de leur prof, marre du directeur. Voilà. C'est aussi basique que ça, mais c'est assez parfait dans le genre. Ensuite, on reste vers Paris. Il me semble que Calcinator, c'est un groupe de Sarcelles. Voilà, ouais. Et donc, ce disque, il est sorti en 78 sur, c'est pas sur un label, mais il a été pressé par Faites-le vous-même, FLVM, qui était un peu l'équivalent du kiosque d'Orphée. Voilà, une espèce de broker chez qui tu pouvais faire presser ton disque à très petits exemplaires. Donc il y a dû y en avoir à peine 300, je pense, de Calcinator. Et ce qui se voit sur la pochette à l'arrière, c'est que c'était un groupe de motards. Voilà. C'était vraiment des greasers purs de banlieue parisienne, qui étaient vraiment restés dans un délire un peu Hells Angels. Voilà. Et voilà, c'est un single à 2 titres, billard, électricité, c'est vraiment des purs tubes. Celui-là, alors on est un petit peu en dehors du KBD parce que là on est vraiment dans la Punksploitation. D'ailleurs, je crois que ce titre était sur une des compiles Bandbad sorties il y a quelques années qui vraiment se focalisait sur les 45 tours de Punksploitation, c'est-à-dire en gros de faux groupes de punk en fait, de gens de studio qui en 77 se sont dit tiens allez on va faire notre single à la Plastique Bertrand ça plane pour moi. Et là, ça mène dans l'huile, on est vraiment là-dessus, quoi. On a du synthé, un peu de l'espace, avec vraiment une structure qui est vraiment exactement comme ça plane pour moi, mais c'est absolument génial, quoi. C'est ultra fun, voilà, tu mets ça quand tu fais un mix, tu mets ça, les gens se mettent à danser, c'est obligé, quoi, ça fonctionne. Et je crois que la personne qui est derrière ce projet-là, c'est un percussionniste qui jouait plutôt en fait dans la scène dans la scène parisienne de groupes d'expats de pays africains quoi. Voilà, il était plutôt dans ce type de son-là et il a fait son 45 tours qui est sorti sur Philips. Alors voilà, allez savoir. Voilà, c'était vraiment la période où les labels, les majors sortaient vraiment tout et n'importe quoi parce que le punk était bankable quoi. Là, on est sur un groupe d'aimants tragiques. Ils sont de Narbonne. Voilà. Et ils ont sorti un seul 45 tours en 83 sur leur propre label. On dirait un groupe de Gothos. C'est un groupe de Gothos au niveau de l'esthétique. Par contre, musicalement, on n'est pas du tout sur le gothique, quoi. On est sur un truc qui est vraiment assez indescriptible, à la limite de l'écoutable, en sens où la basse est surmixée, beaucoup trop fort. Enfin, il y a vraiment. On sent qu'ils ont pas, ils ont fait 2-3 prises, grand max, pour enregistrer les morceaux. Je vais passer assez vite hein, sur certains disques, hein. Je suis désolé, hein, vous irez faire vos recherches vous-même. Electrochoc, là je vais faire toute une série sur les groupes de Bordeaux, parce qu'en fait Bordeaux c'était une ville hyper importante pour la scène punk du début, de la fin des années 70. On connaît à Bordeaux tous ces groupes en S, là, Stilettos, Strychnine et compagnie, c'est vraiment tous ces groupes qui ont été importants voilà,
des gros noms, on va dire, de l'époque. Mais on connaît moins voilà, ces petits groupes qui ont sorti seulement un 45 tours. Donc là, c'est Electrochoc avec leur morceau 3 minutes, qui est le morceau de Fassa, qui dure 3 minutes et qui est vraiment, pour moi, le morceau punk mélodique assez parfait euh, de KBD, quoi. Ensuite, on reste encore à Bordeaux, donc comme je le disais, là on est sur un groupe qui s'appelle Dépression, avec leur 45 tours qui s'appelle Moderne. Et moi sur ce disque-là, c'est vraiment Debout Papa, le morceau qui s'appelle Debout Papa, avec leur refrain complètement improbable, Allez Debout Papa. Pour moi c'est ça le tube du disque. Voilà, mon disque est bien abîmé, mais voilà, c'est un disque qui est vraiment cher à mon cœur parce que il est sorti en 1980 et il a été sorti par le groupe, quoi. Voilà, on sent jusque dans le, dans tout l'objet qu'on voit que c'est vraiment un disque DIY, quoi. Et encore sur Bordeaux, voilà, là c'est le groupe Stalag avec leur 45 tours date limite de vente qui figure sur les compiles KBD en bonne place, hein. Il me semble qu'ils sont déjà sur les premières. Et c'est pareil, hein, c'est vraiment des enregistrements assez malingres, mais avec vraiment un génie qui s'ignore, quoi. Et le chanteur de Stalag est écrivain aujourd'hui. Il écrit des polars, il a aussi écrit des bios de sa vie. Le gars, j'en ai quelques-uns derrière à la bibliothèque. Et il a une vie qui valait le coup d'être racontée. Alors, The Invalued, c'est un groupe de Guingamp, voilà. Euh, c'est pareil, ça a été sorti par le groupe lui-même. C'est un peu plus tardif, ça date de 1985. Et voilà, c'est un chanteur avec une voix extrêmement perchée, des morceaux ultra mélodiques. Ce groupe-là, jusqu'à début 2000, j'en avais jamais entendu parler, même en étant un peu dans ce type de son, de trucs qui m'intéressaient. Jusqu'à ce que je rencontre Juanma, qui est un basque d'Espagne, et qui m'a demandé si j'avais déjà eu une copie de ce groupe, une copie de ce disque en fait dans les mains, et j'en avais jamais entendu parler. Il m'a dit oui, tu devrais, si tu devrais le chercher en fait, parce que moi je l'ai jamais trouvé dans mon coin, mais c'est incroyable. Et effectivement, il avait pas tort. C'est vraiment, vraiment pas mal. Après, on est un peu plus. Voilà, on sent que c'est 85 et qu'on sort un peu du punk 77. C'est un petit peu plus punk 80, quoi. Mais c'est toujours excellent. Et là, on a le groupe Les Ablettes, qui est un groupe peut-être que vous connaissez, si vous connaissez un peu la variette 80, enfin la variette, le rock variété des années 80. Les Ablettes, ils avaient un énorme tube en fait en 85, il me semble. Moi j'en avais des morceaux des Ablettes dans ces compilations cassettes que tu pouvais avoir si tu faisais un plein chez SO. Et ce disque-là, il est sérigraphié, il est tout fait main par le groupe. Voilà, tout est plié à la main. Le rond central et même contrecollé par le groupe lui-même. Et ce 45 tours, il a pour moi le meilleur morceau de KBD Punk français qui s'appelle Spontanéité Zéro, qui, qui vraiment prouve que voilà, c'était un groupe qui en avait vraiment énormément sous le pied en termes de composition. Et ça m'étonne, c'est pas étonnant que quelques années plus tard, ils ont réussi à avoir beaucoup de succès, un succès radio en tout cas, voilà, parce qu'ils savaient composer de bons morceaux. Ensuite, je vais faire un petit peu, très vite fait, là, quelques disques internationaux. J'ai fait avec ce que j'ai retrouvé vite fait dans mes boîtes. Je suis loin d'avoir beaucoup de disques de KBD, donc là, vraiment, c'était pas du tout exhaustif en termes de présentation. Et surtout au niveau à l'international, c'est-à-dire autre que France et US.
Mais bon, c'est quelques bons disques quand même. Alors, je suis assez content de vous les présenter. Donc, ça, c'est un groupe belge qui s'appelle Spermicide, avec une pochette, comme vous voyez, qui est en très très bon état. Mais bon, ouais, le disque étant extrêmement cher, là, c'était vraiment une copie qui coûtait rien, parce que tout le monde s'en fout en fait de ces trucs, à part les collectionneurs. Et quand c'est pas en bon état, ils n'en veulent pas, et moi j'en veux, parce que je m'en fous, j'écoute pas la pochette, j'écoute le disque, et le disque est en très très bon état. Spermicide, ils ont un côté belge en fait que je pourrais absolument pas vraiment définir. Simplement, on est à la limite un peu de la folk contestataire. On sent qu'en fait ces gens-là venaient d'une autre musique avant et ont embrassé le punk dans la forme et dans la, dans la, dans les paroles également, voilà. Et là, on a un espèce de mélange, donc c'est très KBD dans l'esprit, c'est-à-dire que les paroles sont hyper provocatrices, mais c'est un peu politique aussi. Enfin, c'est vraiment une chanson sur la Belgique. Je vous cite pas le titre principal du 45 tours, parce que sinon, je pense que je vais me faire striker. Mais je connais pas encore les us et coutumes de YouTube trop bien, mais voilà, on va éviter peut-être de me faire enlever la vidéo. D'ailleurs, comme est arrivé à des Scud et du PIF, et je vous conseille de les soutenir. Ils se sont fait en fait striker leur chaîne, leur première chaîne, et là ils en ont créé une nouvelle. Voilà, donc tapez du Scud et du PIF sur votre recherche YouTube et allez les soutenir, likez leurs vidéos, inscrivez-vous, enfin abonnez-vous, parce que voilà, je pense qu'ils en ont besoin pour reprendre un peu de visibilité. C'est hyper intéressant. Voilà, c'est pour la VC française, on a besoin de ce type de chaîne de débat. Voilà. Et voilà, Spermicide, jetez une oreille parce que c'est vraiment spécial par rapport à tous les autres groupes que j'ai cités là. Alors, le prochain, c'est un groupe suédois. Les groupes suédois de KBD ou de early punk, on va dire 77, il y en a des tonnes. Là, je ne vais pas aller vous chercher le bouquin, mais il y a un livre qui existe en fait qui recense absolument tout. Si je vais aller vous le chercher, allez. Voilà, c'est un The Encyclopedia of Swedish Punk 1977-1987. Et du coup, tous ces groupes-là, et la plupart sont, ouais, ils sont un peu dans la nomenclature KBD, quoi. On peut considérer ça. Et Glow, c'est vraiment aussi un peu, pas une anomalie, mais il y a quand même quelque chose de spécial dans leur son principalement. Euh, je dirais que quand on connaît un peu les spécificités du punk nordique, Glow, c'est un groupe suédois qui sonne très norvégien. Voilà, on va comprendre. Mais voilà, il y a quelque chose de différent par rapport aux autres groupes de punk suédois qui étaient très mélodiques, qui étaient, voilà, là c'est un peu plus hargneux, mais en même temps un peu avec des accords en dissonance au milieu, mais volontaire. C'est pas parce que ça joue pas bien ou voilà, c'est vraiment ils sont sur un délire spécial. Ensuite là, on a le maxi single, enfin vraiment le single KBD danois. Lost Kids, moi, enfin, quand j'ai découvert ce groupe, ce disque-là particulièrement, tout un monde danois s'est ouvert à moi sur vraiment, voilà, un punk mélodique, ultra efficace. Les Danois, les Suédois, il n'y a rien à dire en fait, c'est vraiment les kids là-bas, ils baignent dans la musique depuis leur plus jeune âge, ils ont des locaux de répète, ils ont des instruments de musique à disposition, donc ils savent, euh, ils savent faire les choses. Après, souvent, ils sont aussi dans une forme d'émulation des Américains et tout ça. Les kids, ils sont pas exempts de ce genre de reproches, mais ils chantent déjà en danois, et ça fait déjà tout, je trouve, à mon humble avis. Et voilà, ils ont aussi un album que j'ai, mais où ils se barrent dans un délire un peu plus commercial, on va dire, et pas mainstream et pas underground, si vous voyez ce que je veux dire. Et euh, ils essayent, ils font voilà, des morceaux reggae également. Enfin voilà, ils ont essayé, je pense,
d'y arriver et de passer à la radio, chose qui n'est pas arrivée, et c'est resté culte, en tout cas pour les gens comme moi et qui aiment ce genre d'anomalie. Ensuite, on va en Finlande. Et alors là, la Finlande, si vous suivez mon compte et que je reparle de punk et de hardcore, on va en parler énormément parce que c'est vraiment un pays extrêmement cher à mon cœur. Et là, donc ce groupe-là, Epu Normali, la petite spécificité, c'est que c'est devenu énorme. C'est-à-dire que c'est un groupe là-bas qui remplit des stades. C'est un peu, je sais pas, l'équivalent ouais, c'est un groupe qui a commencé en faisant du Ramones, quoi. Ce 45 tours-là, c'est vraiment la version Ramones, mais c'est vraiment des morceaux ramonesques ultra basiques, joués par des kids finlandais, chantés en suomi, et, et que ce groupe-là soit devenu aussi énorme très vite, à base de un ou deux albums, quoi, on va dire. Ils ont fait deux albums et après, voilà, c'était le groupe finlandais. Ça en dit long aussi sur cette capacité que le public finlandais a écouté vraiment des artistes exigeants et vraiment avec des identités extrêmement fortes. Après, au niveau du son, ils ont évolué vers quelque chose de beaucoup plus commercial. Mais j'aime vraiment même les incarnations tardives du groupe, quoi. Jusqu'à très, très, très loin. Je finis par, on va dire, vraiment le disque le plus inepte que j'ai de tout le KBD, et je pense même de tout ce que j'ai pas, c'est-à-dire de tout ce qu'il y a sur... voilà. C'est un split 45 tours. Il y a un autre groupe de l'autre côté, dont je citerai pas le nom, mais vous irez voir la page Discogs, parce que je ne veux pas me faire striker non plus. Déjà, là, rien que le nom de ce groupe-là, Tampax, on est sur un bon niveau d'intelligence. Et c'est un groupe c'est un disque qui est sorti en 79 et qui vraiment musicalement dans un tel amateurisme et un tel degré d'inaptitude musicale qu'on touche au génie, quoi. C'est vraiment, il n'y a rien à dire. Si vous êtes intéressé par ce genre de son vraiment, vraiment étrange, voilà, Tampax, c'est avec le morceau UFO Dictator, c'est vraiment la quintessence du KBD punk européen. Voilà, et ben 50 minutes quand même sur le KBD punk. Voilà, j'aurais pas pensé faire autant. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'espère que ça vous donnera envie d'aller jeter une oreille à tout ça. Je pense faire très rapidement une autre vidéo de Rester Bizarre, par contre, de ce que j'ai écouté cette dernière semaine. Et puis pour ce qui est de la prochaine thématique de Rester Focus, on verra. Voilà, ce sera au gré un peu de ce que j'aurais écouté également. N'hésitez pas à commenter, redemandez-moi les noms des groupes, rectifiez mes erreurs si jamais j'en ai fait. Et puis voilà, et puis à une prochaine. Allez, ciao.